Ok, du coup on se lance. Allez, Donc, quand tu veux. on va commencer juste par une petite présentation rapide pour ceux qui nous connaîtraient pas. Donc moi, je m'appelle Yann, je suis éducateur sportif sur Paris, combattant en karaté Kyokushin et spécialisé en réathlétisation, prévention des blessures. L'idée du No Brain No Gain, c'était de faire un stage pour initier toute personne intéressée par l'entraînement et la prépa physique, donc à la préparation physique, à la nutrition et la préparation mentale, spécifique sport de combat. Malheureusement, avec les conditions actuelles, le stage ne peut pas avoir lieu. Donc, du coup, l'idée, c'est que pendant le confinement, tous les samedis, je fais un petit live avec un intervenant. Et donc, cette semaine, c'est avec John et on va parler de préparation mentale. Du coup, John, je te laisse te présenter. Ok, ben bonjour à tous, à ceux qui arrivent encore. Bon, pour moi, je pense que au niveau du Kyoku, je pense que la plupart, on se connaît déjà un peu. Pour les autres, ben moi, je suis un ancien combattant Kyokushin, maintenant à la retraite. Je le sens. Hier, on a fait du fight. Je suis un peu bloqué de partout. Bon, ça, faut pas le dire, hein, c'est top secret. Euh, donc du coup, bon, moi j'ai combattu au championnat d'Europe, au mondiaux, au France. J'ai fait deux fois vice-champion d'Europe, plusieurs fois champion de France. Bon, je m'entraînais beaucoup, je m'entraînais 2 fois par jour. Euh, j'avais quand même un rythme de vie, enfin, mon rythme de vie, je l'ai calé un peu sur le karaté. Donc j'ai pratiqué beaucoup, j'ai pratiqué tout ce qui est kyoku, j'ai pratiqué boxe, à la fin je pratiquais aussi un peu de sol. Bon, voilà pour le sport. Ensuite, surtout sur le pied-point, puisqu'on va rester dans ce domaine-là aujourd'hui. Bon, j'ai un BE, un DE et une formation en préparation mentale où je me suis appuyé beaucoup et ça a éclairé beaucoup. Je me suis appuyé beaucoup sur mes expériences en fait. Sinon, d'un point de vue professionnel, je suis coach sportif. Bon, voilà. Après, voilà pour la présentation. Je pense que c'est un peu ça. Après, je voudrais juste, si elle est connectée, je voudrais remercier Amandine Montassier qui m'a mis le pied à l'étrier sur la préparation mentale avec des athlètes que j'ai, donc en l'occurrence Anto à l'époque quand il combattait ou Camille encore aujourd'hui. C'est avec elle que j'ai fait mes premières démarches au niveau de la préparation mentale. Euh, donc elle est psychologue, donc rien à voir avec un préparateur mental sportif, mais elle m'a aiguillé beaucoup et c'est grâce à elle que je me suis vraiment lancé pleinement dans cet objectif. Voilà pour la présentation. Good. C'est bon, on a fait le tour, c'était complet. Super, bon, on pourra y aller. Allez, salut. Salut. Du coup, pour commencer, moi, j'ai envie de rebondir sur la fin de la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a discuté avec Fabien Sony, donc pour de préparation physique. Et on a fini sur une petite question sur la préparation mentale. Et du coup, est-ce que la préparation mentale, c'est s'entraîner dur et prendre des coups de chinaille? Alors, Qu'est-ce que tu en penses? alors qu'est-ce que j'en pense? Tu m'aurais parlé de ça il y a un an. J'aurais certainement rebondi en disant oui, que c'est à grands coups de bâton qu'on avance. Mais aujourd'hui, j'aurais envie de te dire, c'est à grands coups de bâton et à grands coups de carotte qu'on fait avancer l'âne. Et aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas des ânes. Et donc, du coup, bien sûr que le côté dur de notre discipline, donc les arts martiaux en général, boxe, etc., amène un certain dépassement de soi. Et ça peut se faire en effet à grands coups de chinaille et à grands coups de bâton parce que nos ancêtres l'ont fait. Mais aujourd'hui, il faut vivre aussi avec son temps. Et la préparation mentale, c'est pas que ça. Euh, le préparateur mental, c'est pas un psy, même si des fois, coach sportif, c'est être psy aussi. Hein, je pense que messieurs les coachs, vous n'allez pas me contredire là-dessus. L'idée de comprendre ce qu'est la préparation mentale, c'est vraiment entraîner sa tête et muscler sa tête.
il faut vraiment, c'est vraiment exactement ça. L'idée, c'est de se dire, OK, j'entraîne mes muscles, j'entraîne mon corps à être dur et à être fort pour ma discipline, mais j'en oublie souvent d'entraîner ma tête. En fait, on croit que ça se fait de façon naturelle. Alors, pour certains, oui, pour d'autres, un peu moins. Et je dirais que pour les plus anciens, qui sont de ma génération, la quarantaine, on parlait pas vraiment de la préparation mentale, on savait pas, on y allait à grands coups de chinaille dans le cul, et puis grands coups de KO, et ben seul, c'était, on faisait le tri sur le tas, hein, ceux qui restaient debout, et ben, c'est ceux qui avançaient et qui étaient bons en compétition. Aujourd'hui, on a d'autres façons de faire. Donc l'idée de bien comprendre, c'est de se dire, OK, je vais entraîner ma tête comme mes muscles. Donc c'est vraiment dans cette idée. C'est vraiment dans cette idée. Ensuite, au niveau de la préparation mentale, on va essayer souvent de traiter des problématiques qu'on va pouvoir gérer, enfin qu'on va pouvoir discuter ensemble. Euh, Ensuite, on pourrait se poser la question aussi, ben, euh, qui est concerné par la préparation mentale. J'aurais envie de vous dire, bah, tout le monde, tous les sportifs, que tu sois sportif de haut niveau, que tu sois loisir, que tu sois chef d'entreprise. Bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet, je sais, mais que tu sois chef d'entreprise, ouvrier ou juste l'être humain qui veut faire des choses, eh bien, ça concerne vraiment, vraiment tout le monde. Donc voilà, j'ai présenté un peu pourquoi le mental et pour qui le mental, et je pense qu'on pourra après développer sur d'autres points. D'ailleurs, je rebondis, j'ai une question qui me vient. Est-ce que depuis que tu as fait cette formation en prépa mentale, tu l'as inclus dans tes coachings, alors avec tes combattants forcément, mais tes coachings de personnes lambda qui viennent pour une perte de poids ou pour des trucs comme ça, est-ce que Ouais. tu as des tips, des clés? Ouais. Alors, alors oui, je commence à utiliser vraiment cette compétence. Je commence à l'utiliser, que ça soit en perte de poids ou même pour des personnes qui ont besoin de reprendre confiance en eux dans la vie de tous les jours, pour leur travail ou autre. Alors, des clés, malheureusement, je peux pas t'en donner comme ça. Quand on va reprendre point par point, je pourrais essayer d'aiguiller un peu. Le souci, c'est que chaque personne est différente. Donc du coup, ben des fois, quand par exemple je fais un entretien pour une personne qui vient chercher un renforcement de la préparation mentale où on a décelé une problématique au niveau de la préparation mentale, au niveau de sa tête, eh bien, dans un premier temps, il faut déjà déceler en fait où est la problématique. Et si par exemple c'est un problème de confiance en soi, ben, on va travailler principalement là-dessus. Donc on va renforcer en fait sur la confiance en soi ou l'estime de soi ou plein d'autres sujets qu'on va pouvoir évoquer juste après. Mais je peux pas te donner un tuyau. Enfin, je peux pas te donner une astuce là-dessus, mais oui, je l'utilise, que ça soit sur les athlètes ou même sur les personnes aujourd'hui qui veulent perdre du poids, parce qu'on se rend compte aussi aujourd'hui que la plupart des gens, eh ben, ils n'arrivent pas à perdre de poids, non pas parce qu'ils ne savent pas faire, ils ne savent pas quoi manger ou autre, mais parce que déjà, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être suivis, mais aussi également parce que ben, il y a d'autres problématiques comme la boulimie, l'anorexie. Alors c'est des maladies, je sais, mais on peut déjà commencer à à les traiter parce qu'on sait très bien que c'est un problème mental. C'est pas un autre problème. C'est pas la bouffe qui vient à toi. C'est bien toi qui vas à la bouffe. Donc du coup, c'est à toi de travailler sur ta tête. Mais comment faire? Souvent on dit ouais, sois fort. Ok, bah, je vais être fort aujourd'hui. Mais comment je fais pour être fort? Bah, je serre les dents. Voilà, j'avance et je mets des coups de poing et des coups de pied. Et du coup, comment est-ce que tu bosses la prépa mentale? J'imagine que c'est. Est-ce que, comme en prépa physique, parce qu'en prépa physique, du coup, ce qu'on disait, tu fais des tests, Ouais. tu mets en place un cycle de développement et tu retestes derrière. C'est le similaire en prépa mentale ou... Alors, c'est
pas tout à fait la même chose. En fait, sur chaque problématique, on va justement passer par un questionnaire. Alors, soit un questionnaire verbal, soit un questionnaire écrit, ou enfin après, avec les moyens de communication aujourd'hui, c'est relativement facile. Et de là, ensuite, tu mets. Alors là, par contre, je te rejoins amplement. On fait la même chose. C'est une programmation. Ensuite, selon en fait les problèmes. Problème, c'est un bien grand mot, hein, d'accord. Les axes d'amélioration que l'on veut mettre en place avec la personne, dans ces cas-là, c'est la même chose. On fait un cycle. Donc, par exemple, on va travailler sur la confiance en soi. Après, on va travailler sur les objectifs et ainsi de suite. Donc, l'idée de la préparation mentale, c'est de programmer notre cerveau à des tâches à l'aide d'entraînement quotidien, en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir au niveau de la préparation mentale. Ça marche. C'est quoi du coup les différents axes que tu peux travailler dans la préparation mentale? Alors là, j'avais envie de traiter avec vous, avec ceux qui sont connectés. D'ailleurs, encore merci à tous ceux encore qui sont connectés. Et bonjour à tous. Je voudrais parler dans un premier temps d'un axe qui me semble être. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, c'est certain. Mais par contre, certains axes que je voulais voir, c'est principalement le premier, c'est la motivation. On en oublie souvent sa puissance. La motivation, ça fait partie de la préparation mentale parce que il faut se poser les bonnes questions. Et chaque ingrédient que je vais vous donner là, en fait, ça se travaille, pardon. Ça se travaille de plusieurs manières. On ne pourra pas tout évoquer. On va donner des exemples. Et j'espère que certains combattants se retrouveront un peu là-dedans. Dans la motivation, il y a 7 ingrédients. Et pour justement avoir un combattant ou pour avoir une personne motivée, on va prendre que le combat aujourd'hui, hein, ou le combat ou en tout cas l'axe des arts martiaux. Ensuite, à vous de faire les transferts, ceux qui sont là juste pour avoir des informations au niveau du job. Mais au niveau des arts martiaux, au niveau des ingrédients, il faut qu'il y ait l'ingrédient du plaisir, il faut qu'il y ait les compétences, les progrès, l'appartenance, l'autonomie et l'engagement. C'est les 7 ingrédients en fait qu'il faut pour avoir un compétiteur motivé. Donc tout ça, par exemple, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on fait des tests. On va questionner. Alors, c'est pas un test physique ou de terrain ou autre, mais ça, le coach, il peut le déceler. Il peut, par exemple, des fois déceler, tiens, je le sens plus motivé. Pourquoi? Et du coup, il y a que en discutant, et c'est pour ça que je me souviens qu'il y a 2 ans, j'avais fait un stage aussi à Marcilly, où justement, j'avais commencé à parler de mental, justement, et j'avais dit justement qu'il faut connaître son combattant par cœur. Et là on est vraiment dedans parce que des fois il va pas le verbaliser, mais ça va se transpirer par par un comportement qu'il va falloir essayer de déceler. Si on prend par exemple l'ingrédient du, je prends par exemple l'appartenance. Par exemple, l'appartenance, c'est un ingrédient quand même qui est pas le plus important. Il n'y en a pas un plus ou l'autre. Mais c'est important dans le sens où si vous avez un compétiteur qui vient juste à la salle et qui vient juste taper dans le sac, qui vient faire de la patte d'ours et que derrière ça, et son combat par contre il est très très fort en championnat, c'est vraiment un champion. On va dire que à court terme ça va aller. Mais il arrive un moment où cet ingrédient-là, s'il manque, dans la motivation globale, il va lui manquer un moment, une béquille pour avancer. Parce que au début, quand on gagne, etc., on est très très fort, on est hyper motivé, je dois rien à personne, etc., etc. Et puis voilà, j'avance et je m'entraîne et je gagne et je gagne et je gagne. Et il arrive un moment, en préparation physique, je fais une parenthèse, ou technico-tactique ou autre, on se rend compte que on est sur un plateau. Qu'on appelle un plateau de progression, et de là,
euh, de là, à un moment, ben, ça devient plus difficile. Et du coup, ben, la motivation, ben, elle va commencer à baisser un petit peu, etc. Et du coup, ben, l'appartenance, c'est le fait que les gens qui sont autour de moi, dans mon dojo, dans mon cercle familial ou dans mes amis, eh bien, là, je vais reprendre que le dojo. C'est important que quand j'arrive, j'ai une certaine appartenance dans mon dojo. Il faut que que je ne sois pas reconnu que par mes résultats sportifs, mais aussi que les gens s'intéressent aussi à moi parce que ben, soit je suis intéressant ou soit parce que moi aussi je m'intéresse aux autres, etc. Il faut que je me sente investi dans mon dojo. Et ça, c'est une valeur aussi qui est importante parce que quand à un moment, moi, j'aurai des coups de mou, ben, c'est le reste de l'équipe qui va me faire monter, en fait. D'accord? Et des fois, il se peut que dans votre dojo, vous avez le mec, il vient, moi j'ai eu une personne comme ça, par exemple, je le citerai pas, mais j'ai eu une personne qui venait et qui avait ce genre de comportement-là. Eh bien, je sais qu'aujourd'hui, je travaillerai différemment avec lui dans le sens où, ben, faudrait que le rôle du coach, le préparateur mental, c'est de déceler ça, de le voir et de pouvoir en même temps le mettre à l'honneur, mais sans non plus le mettre sur un piédestal, etc. Il faut le mettre à l'honneur, l'investir dans l'application de son dojo, lui donner des tâches à faire pendant les cours. Donc ça, c'est toutes des choses qui vont faire que justement, eh bien, petit à petit, il y aura une certaine appartenance. Alors après, si c'est pas dans ses traits de caractère, c'est pas très grave, mais en tout cas, il faut essayer d'élever en fait cette règle pour pour cet ingrédient-là, pour en l'occurrence l'appartenance. Mais comme là je viens de l'expliquer que pour une personne. Enfin, pour une personne, pour un ingrédient. D'accord. Donc, il y a ça, comme je vous ai dit. Après, il y a la notion de plaisir, il y a la notion du progrès. Si par exemple, vous sentez que vous ne progressez pas, eh ben, vous êtes moins motivé. Ensuite, après, l'autonomie aussi, pareil. Je sais qu'en pied-point, on a tendance justement à l'oublier. En tant qu'instructeur de karaté, on a des fois du mal à donner de l'autonomie aux élèves. Ce qui veut dire que ben, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, et on fait pas autrement. Et donc du coup, ce qui fait que ben, on bride un peu l'élève. Donc du coup, là, c'est pareil. C'est à nous, en tant que préparateur mental, de justement déceler ce genre de problème qui fait que justement, on va lui laisser une certaine autonomie, pardon, dans sa discipline, dans ses entraînements ou autre. Donc voilà pour les voilà pour la motivation. Est-ce que ça te semble clair déjà pour toi? Est-ce que ça semble clair pour les autres? Est-ce que vous vous êtes retrouvés un petit peu dans certaines choses, dans certaines dans certaines sources de motivation? Ouais, moi j'ai une question sur la motivation justement parce que c'est un thème d'actualité. On a discuté un peu tout à l'heure sur la je t'en prie. Sur avec le confinement aujourd'hui, que ce soit en muscu avec mes élèves ou les copains au dojo, on sent un gros manque justement de motivation parce que je pense que ce côté appartenance, je pense que ça joue. On a l'ingrédient de l'appartenance qui est plus là parce qu'on voit plus les copains, parce qu'on se retrouve plus, on est tout seul. Du coup, sur quel facteur, sur quel ingrédient il pourrait jouer aujourd'hui pour retrouver cette motivation-là à l'entraînement malgré le confinement? Ouais, alors là justement, et on en parlera juste derrière, il en va des objectifs. Souvent, pour un compétiteur, il fonctionne à l'objectif. Personnellement, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain fonctionne qu'à l'objectif. Hein. Un être humain ne fonctionne qu'à ça. Tous les jours, vous avez des objectifs, c'est sûr. Plein. On va pas élaborer là-dessus, mais on va rester dans le thème. Mais on prend plein de décisions dans la journée et des objectifs, on fonctionne que à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan sportif, comme là, tes élèves, comme les miens ou d'autres, hein, eh bien, ils sont plus motivés parce que justement, ils n'ont plus d'objectifs. Et là, en fait, on rencontre ce problème et seules les personnes qui ont une certaine autodiscipline
réussissent, parce que l'autodiscipline fait partie de la préparation mentale, font partie, dans cette autodiscipline, seuls ceux qui l'ont ou ceux qui veulent la travailler, alors réussissent à se motiver. D'accord? Parce que là, au niveau, comme tu disais, ben, ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'au niveau motivationnel, eh ben, il manque des ingrédients pour être juste motivé. D'accord? Donc, du coup, on va travailler sur autre chose parce que justement, le coach, il peut pas dire si tu progresses. L'appartenance, tu l'as plus parce que tu n'es plus avec tes potes, comme tu viens de dire. Tu es autonome, certes, d'accord, mais tu n'es pas autodiscipliné. Mais tu as tout ton choix, tu fais ce que tu veux, d'accord? Les compétences, on peut pas te les marquer non plus. Et le plaisir, eh ben, ton plaisir à toi, c'était d'être avec tes copains et de t'entraîner avec tes copains. Donc du coup, tu l'as plus. Et ton engagement, eh ben, tu préfères rester chez toi à jouer à la console. J'exagère, hein, j'extrapole, mais tu préfères rester chez toi plutôt que de te bouger les fesses, d'accord? Donc là, on se rend compte de la puissance de la motivation. Donc du coup, nous, notre rôle ici, en tant que préparateur mental, c'est justement de travailler sur l'autodiscipline. Donc ça veut dire que c'est à nous de leur fixer des objectifs. Ça veut dire que, je prends un exemple bateau, mais tu prends par exemple un de tes élèves qui a décidé je sais pas, de combattre à la Coupe de France, par exemple, tu vois. Et là, il y a un certain, on ne sait pas si la Coupe de France, elle va avoir lieu, etc., etc. C'est à toi de lui mettre, en fait, des objectifs intermédiaires. Et c'est à lui de travailler et à toi de mettre des choses en place pour travailler son autodiscipline. D'accord? Ouais. Donc, l'autodiscipline, dans autodiscipline, eh ben, c'est à lui, entre guillemets, de se bouger le cul, mais c'est à toi de mettre des choses en place pour le motiver, pour qu'il travaille son autodiscipline. Donc, ça peut être des motivations de plaisir. Ça veut dire que, ben, à toi de te renseigner, de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il a envie. Alors, lui, ce qu'il veut, c'est voir ses potes. Alors, c'est compliqué. Du coup, à toi, peut-être d'organiser un visio et faire un circuit training dans ton salon avec tout le monde, et puis derrière, faire un apéro en visio. Bah ouais, c'est de l'adaptation, mais c'est le rôle numéro 1 de l'éducateur sportif. Et en même temps, là, du coup, tu vas certainement réussir à remotiver, en fait, ton élève. Et lui, du coup, ben, il va travailler sur son autodiscipline. J'ouvre et je ferme une parenthèse assez rapide. Il y a l'année dernière, au mois de janvier, lorsque j'ai fait un séminaire dans les Vosges, chez nos amis les Vosges, peut-être qu'il y en a certains qui sont connectés. D'ailleurs, je vous salue pour les messages de tout à l'heure. J'avais parlé justement, et je l'avais pas prévu pour vous, je me souviens que c'était venu un peu comme ça, et j'avais parlé justement, ben voilà, tous les matins, vous vous levez à 6 heures, etc., etc. Il n'y a rien d'hyper sportif, il n'y a rien il y a aucune performance. Il y a juste de l'autodiscipline. Juste de l'autodiscipline. Ça, c'est le premier test. Savoir si tu sais t'entraîner et tu sais te bouger le cul pour aller t'entraîner tout seul. On était une quinzaine à peu près à être volontaires à le faire, et j'en ai eu 3. 3 qui l'ont fini. C'est vous dire que l'autodiscipline, c'est un vrai travail à faire. Bon, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. J'essaye d'être clair, hein, avec des exemples. Si c'est pas clair, n'hésitez pas, hein, je peux essayer de reformuler ça en français. Il y a Alexis qui demandait si tu pouvais répéter les 7 ingrédients, mais je crois que tu l'as fait en même temps. Pour Alexis, non. Pour Alexis, non. Non, pas pour Alexis. Bon, allez. Mais ouais, c'est ça, c'est le footing matinal. C'est ça. Oui, je peux les répéter si tu veux, Alexis. Donc, c'est plaisir, compétence, progrès, appartenance, autonomie et engagement. Je pense qu'on est bon. C'est bon? Ok, ça roule. Et du coup, tu nous parlais d'objectifs. Ouais, exactement. Donc c'est bien parce que c'est un thème que je voulais engager aussi sur ce petit visio.
Je voulais engager ça parce que ça me semble hyper important. Parce que ça, alors, on pourrait dire, bon, bah ouais, mais ok, moi je les connais, mes objectifs, je sais, mes objectifs, c'est important, etc., etc. Le problème, c'est que on s'est rendu compte en préparation mentale qu'il y avait plusieurs objectifs et on s'est rendu compte de la puissance des objectifs au niveau du mental. Si vous fixez mal vos objectifs, vous n'allez pas réussir à vous concentrer. C'est pour ça qu'il faut mettre les objectifs sur papier. Et c'est pour ça aussi également qu'il faut il faut bien fixer les objectifs, des bons objectifs. Un bon objectif, c'est un objectif qui va être difficile, mais qui va être réalisable. Souvent en Kyoku, je me suis rendu compte en discutant avec tout le monde ou avec des gens ou en écoutant, parce que même des fois si je discute pas, j'écoute. C'est pour ça qu'on m'a doté d'oreilles biomécaniques, bioniques plutôt que biomécaniques, bioniques. Je me suis rendu compte que beaucoup de compétiteurs fixaient des objectifs, mais on appelle ça, en préparation mentale, des objectifs d'ego. Donc en fait, c'est des objectifs qu'on se donne, qu'on donne aux gens, mais c'est juste en fait pour son ego. Je m'explique. Si je vous dis, ben voilà, moi je veux être champion du monde, d'accord? Si je vous le dis à vous aujourd'hui, les pratiquants, vous allez dire putain le vieux il est tombé sur sa tête, hein, il est complètement perché. Hein. Il va falloir qu'il s'entraîne vraiment mais comme un fou. Comme là il y a un peu handicapé, ça va être compliqué. L'idée c'est de se dire ok, je dis à tout le monde que je suis champion, je veux être champion du monde. Les gens lambda, la famille, les proches, les élèves mais qui ont un petit niveau, etc. Ils se rendent pas compte de l'importance de ce que tu es en train de dire. Donc du coup, quand eux ils en parlent, ils se disent, ouais, mon instructeur il veut être champion du monde et il va y arriver parce que il va au championnat d'Europe, il va dans plein de compétitions, internationales, il est champion de France au moins 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc ben voilà, oh là là. Bon là du coup ça fait du bien à l'ego. Là, tu reprends 5 centimètres. Donc ça c'est les objectifs d'ego. Ensuite, on peut prendre aussi d'autres choses. Donc, ça veut dire que là, on se fixe un objectif qui est inatteignable. D'accord? C'est un rêve. Donc, pas productif. Comment? Donc, pas forcément productif. Voilà, c'est ça. Ça va être enfin, voilà, c'est un rêve. C'est peut-être, mais il va falloir que les planètes, elles s'alignent bien à ce moment-là. Mais c'est pas un objectif qui est pas mesurable, mais qui est pas palpable en soi. D'accord? Ensuite, on peut avoir la même chose, mais à l'inférieur. Ça veut dire qu'on prend, on prend un objectif, et ce qui veut dire que ben, moi, je vais faire que des compétitions, alors j'aime pas trop dire ça, mais de seconde zone, où il n'y a pas de tête de série, où dès que je rencontre une tête de série, je me fais sortir, où je fais c'est pas de la petite compétition parce qu'un combat, c'est un combat. Le mec qui est en face de toi, il veut t'arracher la tête, c'est sûr, tu vois. Mais où le niveau il est vraiment moindre, d'accord. Et donc du coup, tu te retrouves à faire de la compétition et à être. Il y en a plein maintenant des champions du monde, des champions d'Europe, etc., etc. Et donc du coup, eh ben là c'est pareil, c'est les objectifs d'ego, d'accord. Je vais pas donner de nom de discipline, mais il y a certaines disciplines, on sait très bien que pour avoir un titre européen ou mondial, ben c'est pas super difficile, d'accord. Tu vois, il suffit qu'il y ait différentes fédés et des ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et je parle pas que en Kyoku, hein, je parle en général, hein, d'accord. Donc ça c'est pareil. Ça veut dire que ça fait du bien pour l'ego. C'est bon pour l'ego parce que ça fait gonfler. Je suis champion du monde, je suis champion d'Europe. Dans notre entourage, regardez bien, vous en avez plein, hein, des champions du monde et des champions d'Europe. D'accord. Donc ça, c'est les objectifs qui font que c'est bon pour l'ego, mais c'est que pour ça. D'accord. Ensuite, par contre, si on veut des vrais objectifs, alors dans ces cas-là, c'est plus compliqué que ça. Là, il faut vraiment travailler là-dessus. On a des objectifs, en effet, si on parle de vrais objectifs, on a des objectifs de résultats.
et on a des objectifs, ce qu'on appelle les objectifs de processus ou des objectifs de maîtrise. Je m'explique. Par exemple, un objectif de résultat, c'est par exemple, je veux finir premier au championnat de France. D'accord? La question, c'est, est-ce que c'est atteignable? Oui. Ouais. Ça dépend du niveau, hein, bien sûr, on est d'accord. Hein. Je prends par exemple pour un compétiteur confirmé, par exemple. D'accord? Est-ce que c'est atteignable? Oui. Est-ce que ça va être difficile? Oui ou non, ça va dépendre du niveau de son compétiteur. Aujourd'hui, moi, si je prends par exemple l'un de mes élèves, aujourd'hui, c'est plus un objectif de résultat la Coupe de France. C'est juste un objectif de maîtrise. Pourquoi c'est un objectif de maîtrise? Parce que c'est pendant ce championnat-là qu'il va falloir que je mette des choses en place d'axes d'amélioration. D'accord? Ça veut dire que, par exemple, je vais travailler mes routines, je vais travailler, par exemple, sur des techniques que j'ai travaillées à l'entraînement, etc., etc. Le résultat, normalement, il va couler de source. D'accord? Et même s'il ne coulerait pas de source, alors, c'est pas très, très grave en soi. Mais parce que je me suis préparé mentalement. Je ne suis pas là que pour gagner et aller au résultat. Je suis là pour tester des choses. D'accord? Alors, tester des choses, j'aime pas trop ça parce que ça voudrait dire qu'on laisserait des choses au hasard. D'accord? Mais pour mettre en place des choses que l'on peut pas tester, par exemple, à l'entraînement. On prend par exemple la technique du scorpion, technique que l'on peut utiliser qu'en compétition. Ah bah c'est sûr, hein, technique secrète. Eh bien, du coup, ce qui veut dire que l'objectif de résultat, ça serait de finir sur le podium, d'accord? Et l'objectif de maîtrise, c'est d'essayer de placer et de mettre, dans un premier temps, juste de toucher avec la technique du scorpion. D'accord? Est-ce que du coup, la technique du scorpion, Yann, il vous l'expliquera ultérieurement ou il repartagera quelques photos pour vous montrer quelques vidéos. Sur le replay, je ferai un montage vidéo et je mettrai le scorpion à la fin de la vidéo. Ça va faire des vues, ça va faire un carton sur YouTube. Et peut-être des KO aussi, peut-être. Donc voilà pour. Est-ce que tout à l'heure. Voilà pour les objectifs. Alors. On parlait de tout à l'heure. Après, voir s'il y a quelques questions sur les objectifs. Les objectifs, ils doivent être, alors pareil, hein, là on en discute, mais c'est un vrai entretien. Ça prend 1 heure ou 2 de fixer des bons objectifs. En place. Ah oui, bien sûr. Mais déjà, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a différentes choses. Donc du coup, l'idée, c'est ensuite, après, d'essayer de rechercher des choses. Et peut-être d'aller plus loin, peut-être dans d'autres visios, ou des stages. Il faut aussi également, dans les objectifs, avoir des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça, c'est pareil, c'est une chose qui est importante. Par exemple, on peut avoir un objectif à court terme de résultats qui est, par exemple, là, j'en ai pas là sous la main, mais par exemple, de finir premier, par exemple, je vais reprendre la Coupe de France, comme ça c'est facile. Donc, premier à la Coupe de France, d'accord? À long terme, à plus long terme, à moyen terme, pardon, on peut viser en 2 ans, on peut viser, espérer un podium au championnat d'Europe. D'accord? Et à long terme, dans 3 ans, espérer atteindre la première place des championnats d'Europe. Ça peut être des objectifs, donc moyen, court, moyen et long terme. Et à l'intérieur, il va falloir y greffer des objectifs intermédiaires. D'accord? Et tout ça, pourquoi bien les fixer? Parce que du coup, ça veut dire que si le cadre il est bien mis, eh bien, le combattant, il réfléchit plus à ce genre de choses. Ça veut dire que c'est cadré. Et on dit, donc il y a un livre qui s'appelle Dans la tête d'un champion, si vous voulez le lire, c'est vraiment un super livre. Et il y a la carte mentale dedans. D'ailleurs, si Amandine Palis est là, je lui fais un check parce que c'est elle qui me l'a offert. Donc je la remercie encore parce que c'est vraiment un super livre.
Et dans ce livre, justement, ils en parlent que les objectifs sont hyper importants pour la concentration des élèves. Enfin, là, ils parlent d'athlètes, mais et athlète, celui qui veut l'être selon son niveau d'entraînement. Du coup, en fait, la différence entre un objectif d'ego et les objectifs dont on parle, ça va être la mise en place de ton plan pour atteindre ton objectif. Ouais, surtout de ce que tu vises. Ouais, non, mais parce que si on peut dire le côté je veux être champion du monde, c'est mon objectif d'ego tout à l'heure. Ok, mais si je mets rien en place pour le faire, ça reste un objectif d'ego. Si je me dis je veux être champion du monde, en objectif à long terme, dans 5 ou 10 ans, et qu'entre-temps je mets objectif court, moyen, long terme, là mon objectif d'ego, je l'ai transformé en vrai objectif. Alors, pas vraiment. En fait, ça va dépendre aussi de pas de ton sujet, de ton combattant, en fait. D'accord? Ça va dépendre de ton combattant. Je prends l'exemple, par exemple, je reprends mon exemple, par exemple. Si aujourd'hui je me dis bon bah voilà, ça y est, je reprends la compétition et je veux être champion du monde dans 5 ans, eh bien, c'est juste un objectif d'ego. Parce que il faut avoir la tête sur les épaules et de se dire, bah, aujourd'hui, c'est un objectif inatteignable. Pourquoi? Parce que je n'ai plus le potentiel pour y arriver. D'accord? Donc, en fait, la différence, elle est là, et c'est là où il faut vraiment bien connaître, en fait, son sujet. Enfin, son athlète, pardon. D'accord? Donc, ça va être vraiment... Ça n'a rien à voir avec la programmation de ce que tu vas mettre en place. C'est juste qu'il ne faut pas vendre du rêve. Ça veut dire que c'est pas du commerce. Ça veut dire que tu vas mettre des choses en place sur 3 ans, par exemple. Et en effet, si au bout de la 2e année déjà, tu as ton athlète qui, lui, fait 2 fois déjà champion d'Europe, alors dans ces cas-là, tu n'es pas abruti quand même, tu revois tes objectifs. Et dans ces cas-là, en effet, peut-être que tu peux revoir tes objectifs à la hausse. Ça, c'est possible. Mais tu peux pas dire que dans 5 ans, tu vas être champion du monde. Alors, moi, je parle en Shin-Kyokushin, par exemple, où on connaît la valeur du produit, la valeur du championnat. D'accord? Donc, du coup, c'est important, justement, de bien se fixer les objectifs par rapport au niveau où tu veux aller et au niveau que tu as. Je parle bien de l'athlète que tu as en face de toi. Donc, ça fait partie, en effet, donc encore une fois, des objectifs court, moyen et long terme. Et ensuite, en effet, tu dois réadapter si besoin est. Mais tout ça, c'est vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr que tout le monde peut faire ce genre de choses, mais le plus important, c'est de comprendre la puissance de bien prendre ses objectifs sur le plan mental. C'est vraiment très important. Ça veut dire qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions de se dire « Oh ben, je vais peut-être faire ça » ou bah, « Si le vent il va par là, je vais peut-être faire ça » ou peut-être ça. Non, je me fixe des vrais objectifs. On a un chemin qui est tracé, on n'a pas le choix, il faut le suivre. Comment? On a un chemin qui est tracé, on n'a pas le choix, il faut le suivre. Voilà, c'est ça, c'est un cheminement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et ensuite, on l'épaissit. En fait, il y a un acheminement qui se passe au niveau de la tête. Et fur et à mesure à avoir certaines pensées, ben, au début, on a un petit câble, et puis après un moyen, et ensuite un gros câble. Donc, du coup, après, ben, on est déterminé dans ce qu'on veut faire. Mais si ben, c'est plein de petits câbles, et ben, ça fait une marionnette qui va un peu partout. Ça marche. D'accord. On est sur une question de Bathilde, qui du coup demande comment est-ce que tu gères tes objectifs si tu les as si tu as du mal à les atteindre à cause d'une blessure ou comme ça. Et moi, je te demanderais même plus, comment est-ce que tu gères le fait que l'objectif ne soit pas atteint par une blessure ou que ce que tu as mis en place n'a pas fonctionné pour l'atteindre ou, Merci. J'adore ce genre de questions parce que ça, c'est impossible. Si tu as bien fait ton travail, ça sera impossible. Pourquoi ça va être impossible? Parce que tu auras un objectif de résultat, mais tu auras tes objectifs, et il y en a plusieurs, tes objectifs de processus ou de maîtrise. Ça dépend comment tu veux les appeler. Donc, du coup, il y aura toujours des objectifs qui vont être atteints. Alors, peut-être que l'objectif de résultat, tu ne l'auras peut-être jamais. Mais par contre, tu auras d'un point de vue motivationnel le progrès et tu auras dans tes objectifs de maîtrise, eh bien, en effet, par exemple, j'ai réussi à placer
dans mon année, j'ai réussi à placer 3 Kakato. Je dis un exemple, hein. Mais ça peut être un objectif de maîtrise. D'accord? Et alors, en effet, si on prend que l'objectif de résultat, parce que, eh bien, aujourd'hui, beaucoup de personnes et beaucoup de coachs se fixent que des objectifs de résultat. Donc, ça veut dire que quand il perd, merde, il perd. Ah, quel con, je te jure. Etc. etc. J'ai fait les mêmes erreurs, hein, comme tout le monde. Hein. Mais aujourd'hui, eh bien, il faut grandir avec cette connaissance, de se rendre compte que pour l'athlète, pour le compétiteur, eh bien, c'est important d'avoir d'autres objectifs de résultat, de maîtrise. Je me souviens une fois, je discutais avec Anthony Sénéchal, et il me disait la compétition où je me suis le plus éclaté, c'était à Bayeux. Je dis putain, on a fait les quatre coins de l'Europe, et il me dit ça, tu vois. Je dis bah ouais. Du coup, on discutait, mais j'avais pas encore vraiment commencé la préparation mentale. Il me dit bah ouais, parce qu'en fait, tu m'avais donné des jeux. Je dis ah bon, bah ouais. En fait, je lui avais dit bah voilà, on avait travaillé sur telle et telle combinaison, et je lui avais dit bah voilà, à chaque fois que tu me places une combinaison, c'est une bière. Non, je n'avais pas dit ça. Je n'avais pas dit une bière. Je lui avais dit ça reste entre nous. Je lui avais dit bah voilà, c'est un point. Et du coup, au final, eh bien, on pensait plus au résultat, mais on pensait en fait tout simplement en fait aux objectifs de maîtrise. Donc, bon, il y avait gagné ce jour-là, mais le résultat était sorti de sa tête. Il ne pensait plus au résultat. Il pensait juste aux objectifs de maîtrise. Donc, même s'il avait perdu, eh ben, on aurait peut-être pu dire à la fin du round, bah ouais, mais par contre, tu as par contre gagné 3 points sur tes objectifs de maîtrise. À l'époque, je ne savais pas que c'était des objectifs de maîtrise. Mais voilà l'idée. Donc, en fait, au final, on perd quasiment jamais si le travail est bien effectué. Si en effet, on perd sur un objectif de résultat, alors peut-être que soit il faut voir la programmation d'entraînement physique et pas que mental. Peut-être que, voilà. Après, il faut voir toutes les circonstances. Il faut tout mettre après dedans, si l'objectif de résultat n'est pas atteint. Ou il a été mal fixé. Ça, c'est possible. Voilà. J'espère avoir répondu clairement. Ouais, du coup, le job de préparateur mental, c'est comme le job de préparateur physique. Le meilleur ustensile, c'est la gomme et le crayon, quoi. Ouais, l'expérience, parce que l'expérience, ça ne peut pas s'acheter. C'est pas un truc qui s'achète. Combien de temps pour la dire? Attends, je fais un petit tour des questions, du coup. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? J'ai vu que ça avait pas mal échangé sur l'ego. Ah, dès qu'on parle un peu d'ego, de fierté, il y a souvent beaucoup de débats. Parce que là, c'est quelque chose, surtout en kyoku, hein, ou en pied-point même. Je dirais en pied-point général. C'est normal. C'est normal. Alors, tiens, ça c'est intéressant. Il y a Freddy qui dit que sans ego, ou au moins un minimum, on n'avance pas. C'est sûr. C'est sûr. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Tout à fait d'accord. Bien sûr. La fierté aussi, bien sûr. Pour une fois que Freddy ne dit pas que des conneries. Ça marche. Du coup, on n'a pas l'air d'avoir de questions sur l'ego. Ok. Sur l'ego, à la rigueur, on s'en fout parce qu'au niveau du pied-point, on sait qu'on en a tous. Je veux dire, sur les objectifs, ma langue, elle fourchée. Voilà. Sur les objectifs, c'est le plus important. L'ego, j'en suis certain que, bon, je ne sais pas qui, tous ceux qui sont connectés, mais j'en suis sûr qu'on en a tous, c'est certain. Et heureusement, d'ailleurs, parce que je rejoins Freddy justement que c'est un élément du corps qui fait que justement on va vers l'avant. Et c'est, je dirais même plus avec l'expérience que l'ego, la fierté, c'est ce qui détermine aussi un compétiteur. Parce que sans ça, c'est pas un compétiteur. Ouais. Je pense que ça c'est un avis personnel, ça n'a rien à voir avec la préparation mentale, mais c'est l'expérience. Et je pense que ceux qui sont connectés et qui combattent ou même qui sont coachs diront pas. Pardon, je vais y arriver.
Est-ce que tu veux qu'on voit encore un autre sujet ou pas? Bah, écoute, il y a une question qui arrive sur le stress. Le Ah stress, bah, des possibilités. ouais. Alors, parce que là, c'est vrai que j'avais pas vu, mais le temps passe très vite, c'est vrai. Euh, C'était mon dernier sujet, le stress. Euh, euh, On avait deux sujets encore qu'on avait en. ouais, il y avait discours interne et stress. Ouais, comme tu. On peut se faire un petit condensé des deux parce que l'un ne va pas sans l'autre en fait au final et on se rendra compte que si on gère bien son discours interne, et ben en fait le mot stress il n'existe pas. Euh, le discours interne, c'est vraiment une partie que j'en suis certain, tous ceux qui ont combattu, là je parle que au niveau pied-point, je parle même pas au niveau du job, etc., ou d'un entretien ou autre, je parle que au niveau pied-point, tous, on a eu un discours interne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, on est trois. Il y a trois petits bonhommes à l'intérieur qui nous parlent en permanence. Et c'est pour ça que des fois, dans la bagnole, vous voyez des gens qui parlent, enfin, tout le monde parle, enfin, tout le monde, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais en général, les gens, on parle dans la voiture, eh bien, on se fait des dialogues à soi-même. Et combien de compétiteurs, euh, c'est ce que je mettais comme post cette semaine, euh, on se pose la question de se dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? Moi, je me souviens, j'ai encore la sensation, là, rien que d'en parler, ça me prend. J'étais dans la fourgonnette, on allait à la Coupe de France, je devais avoir 16 ans, il y avait tout la grosse équipe de Sequedin, etc. Moi, j'étais le petit jeune, j'étais là, etc. Et je me souviens d'être dans la camionnette avec mon baladeur, et puis, parce qu'à l'époque, c'était un baladeur, hein, excusez-moi, un peu le MP3. Euh, et je me souviens que dans ma tête, ça résonnait et je ressens encore la sensation, c'était, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu serais pas mieux chez toi, avec tes copains à jouer à la trottinette? Et je pense que, enfin j'en suis certain, c'est que on l'a tous ressenti un moment ou un autre. Ou cette, Euh, ou cette variation de putain, je suis le meilleur, je vais défoncer tout le monde, je suis le roi de la terre, personne ne peut me toucher. 2 minutes plus tard, putain, je vais me faire casser la gueule. c'est ça. Ouais, exactement. Et justement, donc du coup, les voix internes, c'est exactement ça. C'est vraiment ça où justement, on entend ces petites voix qui vont nous parler en disant, ben voilà, t'es le plus fort. Un moment, qu'est-ce que tu fous là? Ça y est, t'as mal à l'orteil. Ça y est. Oh mince, j'étais blessé au genou. Ah ouais, ça y est, je le ressens. Je ressens mon genou. Oh merde, alors là, ça y est, c'est la catastrophe. Je vais pas pouvoir gagner. Il est plus fort que moi. Oh, ah, t'as vu le combat juste avant? Oh, ah, il lui a arraché la tête. Elle est trop bonne jambe. Ah, puis t'as vu sa réputation? Il est trop fort. T'as vu les réseaux? Sur les réseaux sociaux, je l'ai vu s'entraîner. Il frappe trop fort. Bon, voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans vos têtes. J'en suis certain parce que je l'ai eu aussi forcément, d'accord. euh, Et là-dessus, je dirais que ça sera un sujet qu'on pourra voir plus tard. Il faut en fait réussir à travailler ces petites voies par des routines. C'est, pardon, des routines qu'on met en place. Euh, une routine, c'est une habitude, un processus chimique cérébral qui va améliorer quelque chose au niveau de votre comportement. Donc ça veut dire que si avant de combattre un moment, vous avez toujours la même problématique de vous dire, putain, j'ai une poule dans le ventre, et puis, bon, ça c'est naturel, hein, mais de l'accepter et de pas essayer, comme on nous a appris en Kyoku, de dire, c'est pas grave, j'ai pas mal, je suis plus fort, mais juste de l'accepter, de dire, bah ouais, en fait, c'est une réaction chimique de mon corps qui est normale. Et donc, du coup, de partir dans un autre état d'esprit, avec un état émotionnel, avec ce qu'on appelle la routine, donc un état émotionnel, un processus qu'on met en place au niveau, ce qu'on appelle le stop, par exemple, ou des actes de concentration, des actes, pardon, de concentration qu'on met en place, et bien justement, on va chanter ses pensées. Ça veut dire que dès qu'on va arriver, on va mettre en fait
une action physique qui va arriver. Hein. Ça peut être, vous savez, on s'en rend pas compte parce que dans les pays de l'Est, ils sont en avance. Hein. Nous, on est en retard en préparation mentale. On a 5 ans de retard, hein, d'accord. Mais si je reprends, par exemple, je reprends ma propre expérience, eh bien, des routines, j'en ai eu plein, en fait. Et une routine, c'est censé te donner de la force, de l'énergie. Et justement, t'empêcher de penser à ces 3 petites voies. Je prends par exemple mon expérience, par exemple, qui me faisait qu'au départ, je me mettais des baffes. Tout le monde dans son entourage, vous l'avez vu. Ouais, mais c'est pour me réveiller. Mais bien sûr. Mais oui, c'est pour te réveiller. Je m'endors. Mais non, c'est la petite voix qui est à l'intérieur qui dit « Oh, je suis fatigué, je devrais aller dormir, je me sens pas bien. » Et 15 secondes plus tard, tu es en train de te taper comme un chiffon sur le tapis. Donc, c'est bien que c'est pas que physique, c'est bien mental. D'accord? Donc, du coup, je reprends, par exemple, moi, je me tapais sur le visage. Ensuite, après, je me souviens, à l'époque, je regardais encore Bayeux, il n'y a pas si longtemps que ça, où Sébastien me coachait d'ailleurs, où je me souviens que je sautais, par exemple, je descendais, je touchais le sol 3 fois, hop, et je sautais. Pourquoi, j'en sais rien. C'est des trucs comme ça. À la fin, je me souviens, je ressuyais mon kimono. Je ressuyais mes mains sur mon kimono. Pourquoi? J'en sais rien, mais ça me donnait de la force. À l'époque où on avait les cheveux longs, on passait nos mains dans nos cheveux, on mettait les cheveux en avant. C'est tout des routines qui font que ça nous donne de l'énergie. Ça changeait en fait le processus qui faisait que justement on avait ces petites voix qui étaient négatives. Et bien du coup, ça allait changer, on transformait ça en positif. Voilà. Donc, en gros, schématiquement, ce qu'il faut se dire, c'est que pour le discours interne, il faut mettre en place une routine. Mais la routine, comme je vous ai dit en début de visio, eh bien, au niveau de la préparation mentale, et la routine en fait partie, la motivation en fait partie, eh bien, c'est de l'entraînement cérébral. Il faut s'entraîner. C'est pas le jour J que je vais faire mes routines. J'espère que tout le monde comprend bien que c'est pas parce que je vais faire une fois 10 km en courant que je peux aller prétendre aux 100 km du coin. Ou c'est pas parce que je vais aller faire 10 minutes de sac que je peux aller prétendre aller combattre au championnat de France ou à la Coupe d'Europe. Voilà. C'est parce que je vais m'entraîner beaucoup que je vais être compétent en compétition. Et bien, cérébralement, c'est la même chose. Je dois entraîner mes routines. Donc, du coup, il faut réussir à reproduire certaines choses. Bon, pas plus loin dans les routines parce que sinon, ça va prendre un peu plus de temps et je vois que le temps passe. Et donc, du coup, je vais embrayer. Pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, non, juste une question sur les routines, juste sur la mise en place de tes routines. Après, on embraye. Ce que tu dis de les entraîner, c'est les entraîner au dojo ou à l'entraînement, comme ça, ou alors sur des compétitions qui sont des objectifs, des compétitions test, je veux dire. Pas forcément des objectifs intermédiaires. Alors, c'est ça. Alors oui, en effet, il faudra les travailler pendant les objectifs intermédiaires, mais il faut aussi que ton athlète, il arrive à ressentir et il faut que tu arrives à le mettre dans cet état ou le plus proche possible à tout moment. Il faut qu'il arrive, de par tes discussions, de par ton expérience, de par des fois tu peux utiliser les odeurs, des fois tu peux utiliser l'ouïe, la musique, etc., de manière à le mettre dans cet état. D'accord? Et là, tu pourras justement tu pourras travailler ce processus de routine. Par exemple, je prends la musique, pour l'ouïe, pour certains, c'est magique. Vous êtes en bagnole, vous écoutez une musique calme, vous roulez pépère. Vous êtes en train de vous envoyer un putain de son qui, voilà, ça te fait exactement ça. Tout de suite, ça te monte, hop, 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 t'as envie d'envoyer, etc., etc. Et en course à pied, c'est la même chose. Eh bien, l'idée, c'est d'essayer justement de se mettre dans cet état, dans l'état qui nous pose une problématique en championnat, pour justement le travailler d'un point de vue cérébral. Si on ne fait que le travailler en championnat, eh ben ça va faire que des gens comme moi, par exemple, ou d'autres, pour pas les citer, qui obtiendront un titre au niveau championnat d'Europe et ils mettront 20 ans pour y arriver, parce qu'ils n'auront ressenti ces choses et ils nous auront appris des choses que en compétition.
Du coup, ils ont perdu du temps alors qu'ils auraient pu le mettre en place ailleurs. Exactement. Et donc, du coup, ce qui veut dire que quand tu arrives en compétition et que cet état arrive, bah, c'est comme un grand coup de poing eh bien, dans le bide. Et ben, du coup, je vais pas dire que ça te fait rien, hein, c'est rien de péjoratif là-dedans, mais ça te fait moins de choses. Ça va te faire quelque chose, c'est normal. Ah, mais tu Mais connais la sensation, donc t'es pas surpris, quoi. voilà, exactement. T'as tout compris. Ça roule. Ok. Dernière question, tu parles de 3 voies. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces 3 voies? Alors, je Juste les saurais pas. citer, puis on ira plus dans les détails après. Ouais. Alors, je saurais pas aujourd'hui les, euh, les je saurais pas les nommer. Hmm. D'accord. Mais moi, je sais que de par l'expérience, et là, c'est l'expérience, c'est pas la théorie, c'est pas ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai appris sur le terrain. Hmm. C'est que pour moi, il y a 3 voies. Il y a la voie, t'as un ange, c'est un démon. Lui qui va essayer de te tirer toujours, t'as peur, l'autre il est trop fort, etc., etc. Je reprends pas tous les exemples. Et t'as toujours l'ange qui est toujours là pour te rattraper, pour dire, ouais, mais souviens-toi la dernière fois comment t'étais fort, comment tu t'es entraîné, comment tu frappes fort, etc. Et t'as la troisième voie, elle, qui est plus ou moins neutre et qui est la raison de tout ça, qui fait une synthèse en fait au niveau de l'ange et du démon et qui justement t'amène justement à être beaucoup plus serein. Et donc du coup, c'est elle qui va prendre le relais au niveau de la méditation, du souffle, etc., etc. Voilà. Après, je peux pas aller trop dans le détail parce que sinon, on va prendre beaucoup trop de temps là. Je vois que l'heure elle passe. Et en plus de ça, il faudrait un peu plus de théorie et un peu plus de temps, surtout de temps. Voilà. Et le temps, là, en l'occurrence, c'est pas de l'argent, mais le temps passe. Donc, du coup, je finirai par répondre à la question. Du coup, pour le stress, en fait, ben, si on en prend sa propre définition, eh bien, le stress, c'est une émotion. C'est juste ça, en fait, hein, le stress. Il y a rien d'autre, c'est juste une émotion. Alors, il y en a certains qui vont te parler de stress positif, il y en a qui vont te parler de stress négatif. Aujourd'hui, moi, de ce que j'ai pu lire ou voir, le stress n'existe pas. La seule chose qui pourrait être traduite par ça, eh ben, c'est les voix. C'est eux, en fait, qui vont te procurer le stress. Parce que c'est eux qui vont te balancer les mauvaises informations. Parce que qu'est-ce qui va te provoquer cet état de stress? Que le stress n'existe pas, mais l'état de stress, oui, lui, il existe. L'anxiété, la peur, etc., etc. Oui, ça, oui, bien sûr, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que je voulais avoir cette trame-là au niveau du discours interne et finir par le stress. Parce que si vous gérez bien votre discours interne, eh bien justement, le stress va juste vous aider à être plus performant sur le plan physique. Parce que dilatation des artères, parce que battement du rythme cardiaque plus important. Et nous, en pied-point, on a besoin que le cœur il soit quand même en haut quand on part au combat. Pas question qu'il soit à 60, hein, d'accord? Faut qu'il soit déjà bien là-haut, d'accord? Donc, tout ça pour dire que si c'est bien géré par les discours internes, par le discours interne et par les routines, surtout, alors le stress ne sera que bénéfique. Et donc, du coup, c'est peut-être de là qu'on pourrait dire que oui, il y a un bon stress. D'accord? Mais le stress en lui-même, il peut pas être positif. C'est pas possible. Mais parce que tu l'as bien travaillé, alors oui, en effet, il peut être positif dans son état, dans l'état dans lequel il va te mettre. Donc, du coup, maîtriser le stress, c'est maîtriser les voies et savoir mettre en place ce qu'il faut C'est ça. pour gérer ces situations difficiles. C'est exactement ça. Après, dans le stress, il peut y avoir aussi, mais c'est les voix internes qui vont t'en parler en fait. Ça fait un peu débile de parler comme ça et un peu fou même d'ailleurs. Mais tous ceux qui ont déjà connu ça euh, comprennent bien ce que je suis en train de dire. C'est que à l'intérieur de vous-même, vous avez aussi ce qu'on appelle le stress. Mais moi, j'englobe ça, stress et discours interne, avec le fait de la peur de l'échec,
la peur de gagner. Des fois, quand tu parles à quelqu'un, ouais, mais tu as peut-être peur de gagner. T'es cinglé, quoi. De où j'ai peur de gagner? Non, mais tu as peut-être peur de gagner, tu as envie de gagner, mais tu as peut-être peur de gagner parce que tu sais que derrière, tu as un autre combat à faire et que cette personne-là, eh ben, elle est très forte. Et que peut-être que, ben, au niveau de tes motivations, eh ben, peut-être que, ben, elles sont pas pleines. Tous les ingrédients ne sont pas pleins. Et donc, du coup, eh bien, derrière ça, ben, il va manquer de motivation pour passer au combat d'après, par exemple. Ou tu sais que tu arrives en finale, si tu gagnes ce combat-là, tu vas être sélectionné, par exemple, pour un plus gros championnat. Et ben, du coup, c'est ça, avoir peur de gagner. C'est pas avoir peur de gagner le combat. Tout le monde va au combat pour gagner. Enfin, tu prends une salle de combattants, il n'y a personne qui dit « Moi, je vais pas perdre ». Ah non, personne qui fait ça. C'est un problème. C'est qu'il y a un problème, non? Donc ça c'est des peurs. Après, on peut avoir aussi la peur du regard des autres. Ça, oui. Ça, on peut aussi avoir peur. Ça peut être un des états. Ça veut dire qu'on a une petite voix à l'intérieur qui va nous mettre en stress pour ça. Vous voyez, vous voyez en général ce que je veux dire, c'est que le fait de ah bah oui, on me regarde. Maintenant, en plus, sur la plupart des compétitions, c'est sur YouTube. Ah mince, bah voilà, etc., etc. Alors, soit on en fait une force, soit on en fait une faiblesse. Je vous prends deux exemples que moi j'ai vécu. Je prends qui est encore un très bon athlète. Je crois que tu as frisé. Tu peux juste commencer ta phrase, je crois que tu as frisé. Ouais, non, ça va. Merde, je ne sais plus comment mettre mes cheveux. Du coup, ma permanente. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de parler d'expérience, en fait. Je voulais juste finir par une petite expérience que j'ai vécue personnellement. Et peut-être certains l'ont déjà vécu aussi. Je me souviens, c'était à une Coupe de France avec un combattant de Sequedin, Fabien Deneux, qui était très jeune. Et je me souviens, il venait de démonter tout le monde. C'est quelqu'un qui a des jambes de fou, un timing de fou. Là, j'ouvre et je ferme une parenthèse, ça aurait pu être un putain de gros combattant de dingue. Mais aujourd'hui, au niveau motivationnel, eh bien, il n'était pas dedans. Donc du coup, il a juste été un très bon combattant. Donc du coup, on arrive à la Coupe de France et juste à ce moment-là, je gagne mes premiers tours et j'arrive et je vais le rencontrer dans ma catégorie. Enfin, il était dans ma catégorie. Et j'allais le rencontrer. Eh bien, mon état a été, attention John, tu restes bien concentré. Dès qu'il lève une jambe, tu passes en dessous. Alors du coup, objectif de processus, maintenant je le sais. C'est comme ça que je me suis concentré. J'avais personne pour me le dire, mais je me le suis auto-fait. Donc, objectif de processus, concentration, etc. Pas de cadeau, etc., etc. Et en fait, il s'est avéré que j'arrive sur le tapis, eh bien, le combat n'a même pas duré 15 secondes. J'exagère, hein, il a dû durer une minute. On n'est pas allé au bout. Et à un moment, je le sèche. Je dis, c'est pas possible, ça. Il vient de faire des combats de fou, le gamin. Il était jeune, hein. Il est beaucoup plus jeune que moi. Bon, du coup, à la fin, je vais le voir, machin, on discute tout ça, et j'apprends en fait que il était terrorisé, c'est un bien grand mot, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais il était terrorisé par le fait qu'il allait me rencontrer, de par la réputation, de par l'attitude, etc., etc. Mais au final, s'il m'avait fait vraiment la guerre, peut-être qu'il m'aurait mis son genou dans la bouche. Donc, du coup, tout ça pour dire que les petites voix, elles ont dû lui parler à lui. Mais c'est le démon qui l'a bouffé. Et moi, c'est l'ange. Vous voyez, l'idée, c'est de vous montrer, de vous expliquer un peu l'acheminement qu'il peut y avoir dans deux têtes avec deux personnes. Donc moi, je me connais, et une autre personne, comme Fabien, par exemple, que maintenant je connais aussi un peu, et avec qui j'ai pu échanger et de savoir ce qui s'était passé dans sa tête à ce moment-là. Donc c'est comme quoi, la tête, c'est vraiment une force énorme. Du coup, à ne surtout pas négliger quand on prépare une compétition, et surtout
en combat, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, voilà, au niveau du stress, je pense avoir fait le tour. Je sais pas, je regarde pas moi les questions, j'y arrive pas, mais Ça échange. ouais. J'ai pas vu de questions particulières passer. Bon, voilà, je vois, ouais, en effet, le coach a un rôle ouais, hyper important. Bon, de toute façon, aujourd'hui, de toute façon, la préparation mentale, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de révolutionner le sport et également les entreprises dans le management ou autre. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment s'appuyer. Je pense avoir fait le tour, moi, de ce que je voulais échanger avec vous. La seule chose que je voudrais rajouter pour conclure pour moi, s'il n'y a plus de questions, c'est bien sûr qu'on n'a pas tout. On a vu trois, quatre sujets et il y en a au moins une dizaine au niveau du mental. Euh, je pense que je pense qu'il y a plein de choses encore, il y a encore plein de choses à voir. On pourrait éventuellement refaire un visio sur toutes ces choses-là. Mais là aujourd'hui, j'aurais envie de vous dire pour conclure, ce qui est important, c'est de vous dire que le mental, c'est pas que des coups de bâton dans le cul. Ça, c'était bon à l'époque pour ceux qui ont connu Bernard Rouy ou autres qui nous ont forgé un mental en effet dur. Mais aujourd'hui, ça peut prendre moins de temps. On peut être plus performant, on peut prendre plus de plaisir dans nos disciplines et que le job du préparateur mental, c'est vraiment un travail. Il faut vraiment se renseigner, faites des formations, renseignez-vous et je pense que euh, en pied-point, on fait les choses de façon naturelle parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'aller, on va à la guerre, on va au combat, et donc du coup, on se forge un certain mental avec des routines, etc., qui se mettent en place. Eh bien, on peut gagner un temps énorme. Le tout, c'est d'être relativement bien encadré et d'avoir des gens avec un domaine de compétences dans ce domaine et dans d'autres domaines, forcément. Et je dirais aussi que l'importance aussi, c'est de se dire que le coach, l'élève et le staff à côté, c'est hyper important. Que ça soit le coach sportif, préparation mentale ou l'élève qui vient juste aller en compétition juste pour se faire plaisir et pour tester des choses, eh bien, il y a besoin des mêmes choses que celui qui veut être champion d'Europe. C'est juste en fait les objectifs qui sont différents, mais il a besoin des mêmes choses. Et le staff qui est à côté, eh bien, c'est la même chose. Il a un rôle hyper important. Je prends par exemple, il y a peut-être des arbitres, alors j'ai pas forcément vu. Salut Martial. Je pense que, enfin je pense pas, j'en suis certain même d'ailleurs, les arbitres, les brand chiefs, les autres compétiteurs, etc. Tout le monde a un rôle hyper important dans la motivation de, du combattant qui va combattre. Donc voilà, parce que je voulais finir par cette petite pensée. Ça marche. Ben, merci beaucoup, John. Donc, ouais, du coup, on refera sûrement une visio pour aller un peu plus loin sur les sujets qui nous restent à traiter carrément. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à le mettre en commentaire. Moi, en tout cas, ça me botte bien. Moi, je veux te remercier beaucoup. Merci beaucoup, John, pour ton intervention, pour que tu nous partages, pour ton travail. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter John. Il fait un super taf sur l'île avec l'assaut, autant en mental qu'en prépa physique et en coaching. Donc, vous pouvez trouver facilement sur Facebook. Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir suivi. Je crois que j'ai vu un pic, il y a plus de 50 personnes
sur le live, donc c'est top. Merci beaucoup. Super, merci à tous. Et moi, je vous dirai à la semaine prochaine, du coup, pour un prochain live, donc samedi, 14h. S'il y a un changement d'horaire, ce sera mis sur Facebook, mais normalement, je vais essayer de garder 14h avec Raphaël. Et cette fois, on va parler de nutrition. Yes. Donc, je pense que ça va être aussi intéressant que la prépa mentale avec John. C'est quelqu'un de très pédagogue, pardon, aussi, tout comme John, Raph. Donc, je pense que ça va être assez intéressant. Super. Il me reste plus qu'à remercier tout le monde. Encore merci John et bon week-end à tous. Super, encore merci à toi Yann et puis merci encore à tous. À bientôt. Salut. Ciao. Comme avec John.